On vous laisse, aussi vous présenter et c'est vous nos experts. Oui, bonjour, François Auberger. Donc, je suis agro également de formation et ça fait quelques années que je sévis en épuration et méthanisation. Voilà, agro-Rennes et puis quelques années d'expérience. Manon. Ah, ton micro, Manon. Oh là là, l'erreur de débutante. Bonjour à tous, ravie de faire votre connaissance. Donc, Manon Mangin, agro-site formation, et je suis actuellement chef de projet au sein d'une start-up qui s'appelle Gazolink. Et on est assistance à maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre pour des méthaniseurs. Donc, plus sur mon cursus, j'ai fait un peu de conseil, je suis passée par Greenflex. J'ai aussi fait un peu de conseil en innovation. Donc voilà, toutes les thématiques autour de l'économie circulaire et les innovations qu'il peut y avoir dans le secteur, notamment la méthanisation, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Très bien. Bon, je vais commencer la présentation. Alors, il y a pas mal de slides, donc faut pas. Je vais pas présenter tout ce qu'il y a sur les slides parce que en fait, s'il y a pas mal de slides, c'est aussi pour pouvoir, si c'est souhaité, partager euh, le contenu derrière. Donc, la méthanisation, qu'est-ce que c'est? Donc, la première chose avec Time for the Planet, c'est que j'ai voulu zoomer sur. François, Oui, est-ce que tu peux passer en plein écran, s'il te plaît? oui, je vais le faire. Oh cool, merci. J'ai voulu zoomer sur ce qu'est le méthane. Est-ce que c'est un gaz à effet de serre? Où est-ce qu'on en est par rapport à l'état des lieux? Et donc, vis-à-vis de ça, il y a quel est le pouvoir de réchauffement du méthane? En fait, à l'instant T, même s'il a une durée de vie de 12 ans, à l'instant T, le méthane est 100 fois plus impactant que le CO2. Donc on est sur une molécule quand même qui participe, et qui a une durée de vie en fait qui est plus courte que le CO2, une durée de vie de 12 ans. Donc ça veut dire que globalement, le chiffre que l'on entend tout le temps, c'est que le méthane est 25 fois plus impactant que le CO2. Par contre, c'est sur une échelle de 100 ans et on n'ira pas tous jusque-là. Donc les émissions de méthane sont très impactantes. Si on regarde l'évolution sur les 250 dernières années, avec l'ère industrielle, la concentration de méthane dans l'atmosphère a été multipliée par 2,6. Donc non seulement il est très impactant, mais il a aussi fortement augmenté avec l'industrialisation. Si on regarde au niveau de la répartition des émissions de méthane dans le monde, donc on voit qu'il y en a 40% qui sont dus à l'agriculture aux déchets, 20% à l'activité industrielle, en particulier tout ce qui est production de carburant, et 40% du méthane qui est d'origine naturelle, en particulier les eaux humides. Donc les principales sources sont quand même anthropiques, donc dues à l'activité humaine, et en particulier, c'est les stockages gaziers et les fuites des raffineries, des puits pétroliers, etc. Voilà. Et donc ce méthane, couramment, et donc par rapport à l'indice 25 qu'on a vu, est responsable de 20% du réchauffement climatique. Donc c'est vraiment un gaz à suivre au niveau global et qui ne connaît pas les frontières, tout comme le CO2. Au niveau de la répartition mondiale, on voit qu'il y a beaucoup d'émissions de méthane Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Asie. Donc, en Europe, on ne produit pas beaucoup d'énergie fossile et en fait, on commence beaucoup à développer la méthanisation et on a une bonne gestion des déchets, ce qui fait qu'on a assez peu de fuites. Mais ces techniques et cette recherche de fuite de méthane est importante à développer sur les autres continents. Sans se préoccuper de ce gaz, on parle toujours du CO2 parce que on associe les émissions de méthane à du CO2 avec son facteur de multiplication, mais en fait, on est quand même sur un gaz qui est très important parce que c'est le second gaz à effet de serre. Alors, si on regarde, donc là, c'est vraiment sur l'aspect méthane. Si on regarde la méthanisation, comment ça se passe,
Donc c'est une réaction naturelle qui a été découverte au niveau des gaz, ce qu'on appelle aussi le gaz des marais. Donc c'est une réaction qui est tout à fait naturelle, qui vient de la dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Je ne vais pas aller très loin dans les détails, mais disons que les conditions requises, c'est qu'il faut en particulier de la matière organique, des bactéries, de l'eau et une température positive. Bien sûr, absence d'oxygène également, parce que sinon, ce n'est pas la même réaction qui se met en route. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une réaction tout à fait naturelle et qui intervient même sans méthaniseur. Donc ça intervient dans les marais au niveau naturel, mais tout ce qui est stockage de déchets ou décharge et également stockage de fumier. Au niveau de la biologie, je vous ai mis ce slide pour information. Ce n'est pas l'objet d'aller dans les différentes réactions. Ce sont des réactions qui sont tout à fait classiques et qui sont connues en biologie, avec 4 principales étapes, de l'hydrolyse à la méthanogénèse. Là, ce slide, il est vraiment là plus pour information, pour vous donner une vision d'ensemble. En ce qui nous concerne, ce qui est important, c'est de voir aussi l'influence de la température. Donc, la plupart des digesteurs travaillent dans une gamme de température de 35 à 40 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont en mésophile. Mais encore une fois, c'est de souligner que même si elle est plus lente, la réaction intervient dès les températures positives de 5 à 10 degrés. Mais elle est fortement ralentie. La majorité de la méthanisation consomme également de l'énergie thermique parce que quand il faut réchauffer à 35-40 degrés, on va devoir chauffer en particulier tous les intrants, c'est-à-dire tous les fumiers que l'on met, tous les déchets, il va falloir les chauffer et ça consomme environ 80% de l'énergie qui est consommée sur un site de méthanisation pour avoir une température de réacteur proche de 39 degrés. Au niveau du réchauffement climatique, ce qu'on peut voir à l'état un petit peu naturel, c'est que, enfin naturel ou un petit peu plus, c'est au niveau du réchauffement climatique, l'impact, ça va être le dégel du permafrost qui, lui, va dégager le méthane qui est déjà piégé ou réactiver la réaction de méthanisation quand on est dans des températures positives, parce qu'il y a de la matière organique qui n'est pas dégradée. Et également dans le traitement des déchets, en particulier les décharges, notamment pour les pays qui n'ont pas des structures de collecte tout à fait adaptées. Donc l'impact du réchauffement climatique sur les productions de méthane à l'état naturel. Au niveau des faibles températures, il y a un cas particulier qui existe en France, qui a été développé par une société qui s'appelle Nénuphar depuis plus de 10 ans, qui consiste à simplement couvrir les fosses salisiers, capter le méthane qui s'émet naturellement et le brûler en chaudière. Alors là, on est sur une start-up qui a été créée il y a 10 ans, mais qui, bon, maintenant est à maturité, qui est particulièrement intéressante parce que, en fait, même sans chauffer, ça permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre et de les valoriser dans une chaudière. Donc il y a un double effet de ne pas émettre des gaz à effet de serre et de ne pas consommer du gaz naturel pour les chaudières. Donc c'est pas forcément très rentable parce qu'il n'y a pas énormément de gaz qui est collecté. Par contre, on est sur quelque chose de très bénéfique vis-à-vis de l'environnement. Autre cas particulier à température ambiante, c'est le stockage des déchets. Donc en France et en Europe, on est sur des systèmes qui sont très réglementés, avec des casiers étanches qui sont recouverts par une membrane étanche. Et donc à ce moment-là, on vient collecter le méthane qui se produit naturellement dans ces stockages sur une durée assez longue. Et ils servent soit à produire de l'électricité, soit ils sont purifiés et injectés dans le réseau GRDF. Donc en France, il y a des réglementations qui existent depuis plus de 30 ou 40 ans, mais ça c'est vraiment, je veux dire, devenu obligatoire depuis plus de 20 ans. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, et même au niveau des raffineries,
il y a des torchères systématiquement qui permettent de brûler le CH4 et donc d'émettre du CO2 plutôt que du CH4 sur toutes les installations. De la même façon, sur une installation de méthanisation, il y a obligatoirement une torchère. En cas de panne, on est obligé de brûler le méthane plutôt que de l'émettre directement dans l'atmosphère. Alors si on arrive directement sur le processus de méthanisation, donc on met des matières fermentescibles dans des digesteurs qui sont des grosses cuves avec un temps de séjour assez long, de l'ordre d'1 mois et bien souvent 2 mois, parce que c'est une réaction qui est quand même assez lente. Et donc c'est principalement des fumiers, des déchets de culture, des matières organiques issues de l'industrie agroalimentaire ou des bouts de stations d'épuration. Bon, mais la plupart du temps, on est sur des lisiers. Je veux dire, en tonnage, on est vraiment sur le principal intrant au niveau national. Donc à ce méthaniseur, comme on l'a vu, il faut apporter de la chaleur, mais il faut aussi apporter de l'électricité, parce que c'est un procédé qu'on appelle infiniment mélangé, c'est-à-dire qu'il y a des brasseurs pour qu'on ait la même qualité de réaction partout dans le réacteur à l'instant T. On extrait le biogaz simplement en surface, qui contient généralement entre 40 et 45% de CO2 et 55-60% de CH4. Et donc il y a une phase de purification qui consiste essentiellement à concentrer la molécule de méthane pour obtenir en fait un équivalent du gaz naturel qui est déjà dans le réseau. Et en ce moment-là, il est surpressé, injecté dans le réseau GRDF. Alors après, le biogaz peut être valorisé directement sur une chaufferie ou sur une cogénération d'électricité. Ça, c'est pour les agriculteurs qui n'ont pas de réseau GRDF et qui n'ont qu'un réseau électrique pour valoriser la production d'énergie. Mais il s'agit de quelque chose de marginal en France. En France, on est majoritairement sur la purification et l'injection. Actuellement, ça représente 6 TWh, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 1-2% de la consommation de gaz naturel. Bon, de façon plus anecdotique, on peut s'en servir comme carburant avec une station de liquéfaction. Ça peut servir de matière première pour faire du plastique. Et ce qui est très important, c'est que la matière fermentescible qui est rentrée dans le digesteur, donc est pompée, ressort et stockée, et valorisée 1 à 2 fois par an sur des parcelles agricoles via un plan d'épandage contrôlé. Et donc ça permet d'avoir un engrais avec une teneur en carbone assez importante et de l'engrais azoté sous forme d'ammoniac. C'est une filière qui fait appel à de nombreux domaines parce qu'il faut bien sûr des camions pour amener les matières à fermenter. Il faut pouvoir épandre, donc des camions de nouveau et des tracteurs pour épandre le digestat. Il y a beaucoup de techniques de pompage, de brassage, de la biologie, de l'agronomie. Il y a toute une problématique de maintenance et d'exploitation. Et il y a aussi une gestion des investissements qui est assez importante avec une application des banques. Donc on est sur quelque chose qui est, je veux dire, un procédé qui fait appel à de nombreuses compétences et qui trouve son équilibre financier à l'heure actuelle parce que le prix du méthane, du gaz naturel a augmenté avec le conflit que l'on connaît. Donc, un petit mot simplement sur le potentiel des intrants, c'est-à-dire qu'on a vu que le principal intrant c'était le lisier, mais finalement ça produit très peu de biogaz, parce qu'on est déjà sur une matière qui est déjà digérée, et si on prend une tonne de lisier, ça va produire 150 kWh, donc c'est pas énorme, alors qu'une tonne de culture intermédiaire que l'on mettrait directement dans le méthaniseur produirait 8 fois plus d'énergie. Ça peut perturber la production agricole, ça a été le cas en Allemagne, parce qu'ils rachetaient 160 € le mégawattheure électrique sans limitation de volume et sans sélection des intrants, et ce qui fait que les agriculteurs en sont venus à mettre directement les cultures
dans les digesteurs plutôt que de faire de l'élevage, parce qu'ils gagnaient plus d'argent comme ça et ils avaient moins d'ennuis. Donc en France, quand ça a été mis en place, il y a eu un plafonnement de ce qu'on appelle des cultures énergétiques. Et si les agriculteurs ne respectent pas cette limitation de 15% des intrants, à ce moment-là, ils perdent leur subvention. Et pendant de très nombreuses années, s'il n'y avait pas de subvention, la vente du biométhane ne permettait pas de couvrir les coûts. Parce qu'on est sur des coûts de 90-100 euros du mégawattheure, là où le gaz naturel, au plus bas, il était à 20 euros du mégawattheure. Donc actuellement, c'est rentable, parce qu'on est sur des prix du gaz qui sont très élevés. Donc en bilan, et ce qui est communément admis, c'est que c'est quand même un plus pour l'agriculture, parce que ça permet d'avoir des revenus complémentaires. C'est très encadré, justement, pour ne pas perturber la production alimentaire. Mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'on est quand même toujours sur un système de traitement des déchets. La méthanisation commence à dérailler, justement, quand on traite autre chose que les déchets. Je vous ai mis un petit exemple d'une installation en Normandie qui concerne près de 40 agriculteurs. Pour vous donner un petit peu la taille, sur 40 agriculteurs, eh bien, c'est des gros élevages quand même, hein, de l'ordre de 100 vaches laitières en moyenne. Eh bien, on génère 65 000 tonnes d'intrants, et sur les 65 000 tonnes, il y a 80% qui sont des fumiers et sous-produits animaux, et il y a 11 tonnes de cultures intermédiaires ou de sous-produits de la production végétale. Donc voilà, on est sur une technologie qui est très mature et maîtrisée à l'heure actuelle. Donc pour les innovations, c'est pas sur le process en tant que tel, ça va plus être sur les périphériques, c'est-à-dire avec la préparation avant de rentrer sur le digesteur, ou des gains au niveau de la purification du biogaz. Alors, je vais laisser Manon, la parole à Manon. Ça va, j'espère pas avoir pris trop de temps. Non, ça devrait être bon, on devrait avoir du temps à la fin pour les Ça questions. devrait Il y le a faire. plein de questions dans le chat. S'il y en a des simples à lesquelles tu veux répondre à l'écrit, et sinon on les prendra après. Et merci. Merci beaucoup. Pas de souci. Ok, bon, mais dans ce cas, je vais prendre le relais avant qu'on passe à la phase de questions en général. Hop. Alors. Oula. Attendez, alors pour être honnête, j'ai un petit problème avec mon ordi pour mon partage d'écran, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être si je puis me permettre, si jamais François, tu veux répondre à quelques questions en attendant, puisque là, mon ordi est en train de planter, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai vu qu'il y avait une main qui était levée tout à l'heure. Et si tu veux nous envoyer les slides, sinon Manon. Ouais, c'était Jean-François qui avait levé la main tout à l'heure. François, merci beaucoup pour cette présentation, en tous les cas, claire et nette. Dans l'installation qu'on a vue dans l'Orne, qui avait quand même 49 gigawattheures, ce qui est loin d'être négligeable hein, en termes de l'installation, oui. Ouais, la question que j'avais, mais là, c'est comme a souligné Nicolas tout à l'heure, finalement, combien de gaz à effet de serre est-ce qu'on a évité ou que l'on a capté? Eh ouais. Alors, c'est quand même le truc qui tue, quoi. C'est très difficile à évaluer, d'autant que tous ces agriculteurs, en fait, avaient des faux salisiers, mais jamais n'a été mesurée la quantité de méthane qui était émise. C'est-à-dire que, en fait, la problématique, c'est que l'état des lieux initial n'est pas fait. Voilà. Après, on peut estimer par rapport au nombre de vaches, on peut essayer d'estimer, mais il n'y a pas eu vraiment de mesure initiale. Par contre, ce qui est fait très couramment maintenant, c'est au bout d'1 an, 2 ans de fonctionnement, de faire un véritable bilan carbone. Et ça, j'ai des slides là-dessus. Donc, en fait, pour une unité disons, pour 100 MWh générés, en fait, on va consommer sur l'installation à peu près 30 MWh pour ce qui est les transports amont et aval.
sur une installation comme celle-ci. Donc il y a quand même un rendement, ce n'est pas 100% du gaz qui va servir à ça. Après, je pense que n'est pas comptabilisé dans ce bilan l'électricité consommée par l'installation. Et l'électricité consommée par l'installation, ça va être le brassage des digesteurs et la purification du biogaz. Ok, mais en tous les cas, on pourrait effectivement, suite à ça, si le bilan était fait, dire que une installation de méthanisation comme celle qu'on a vue là, par exemple, a 1 kWh avec tant de tonnes de CO2 au kWh. Absolument. Et Voilà. de toute façon, Qui serait sympa à voir. Ouais. voilà. Et il y a des calculs qui sont faits dans ce sens-là. Et GRDF, en fait, tous les ans, en fonction du biogaz qui est injecté, est obligé de réévaluer l'impact CO2 de son gaz qui est distribué, en incluant justement cet effet de verdissement du biogaz. De la même façon qu'EDF calcule l'impact CO2 de son kilowatt électrique, en fait. Ok, merci François. Manon ? Question, je crois. Alors, le mail devrait arriver. Je sais pas, il est peut-être un peu lourd. Ah oui, d'accord. Mais je crois qu'il y avait Toujours une autre en question. Ah, tentative. c'est bon, je l'ai. S'il y a une autre question, on peut en profiter. Nico, j'ai vu que tu en avais une. Allez-y, il n'y a pas de souci. Alors, le temps que j'ouvre la presse. Ouais, je crois que c'était Nico, tu me complètes si tu veux, mais je crois que c'est dans un de tes premiers graphes où il y avait la cartographie mondiale. On voyait qu'il y avait pas mal de méthane en Afrique et au Moyen-Orient, mais c'était la carte des fuites peut-être, et j'ai plus en tête. En tout cas, la C'est la question carte c'est des émissions de méthane au sens global. et alors pourquoi il y en a plus Afrique et Moyen-Orient? Est-ce que c'est aussi en intégrant, je sais pas, les rizières ou les choses comme ça ou... Oui, ça intègre tout, la population, les rizières, il y a aussi beaucoup plus de monde qui vit dans ces continents-là. Hein. Il y a 2 fois plus de monde en Afrique qu'en Europe. Hein. Donc après, il faut aussi relativiser avec la population qui y vit. Ok, mais justement, alors aux États-Unis, alors ça serait peut-être plus lié à des méga fermes ou ce genre de choses, ou enfin très très grosses exploitations, ou des phénomènes naturels par exemple. Ben, il y a aussi des fuites qui sont dues à la fracturation hydraulique. Hein. À la D'accord. Ah oui, production. bah d'accord. Ah oui. À la fracturation hydraulique, il y a aussi des fuites qui sont dues à l'extraction de pétrole. Quand on a commencé à extraire le pétrole, le gaz, on le laissait partir à l'atmosphère. Après, on s'est mis à le torcher. Mais il ne faut pas oublier que le gaz, il y a 50 ans, on ne l'utilisait pas. Hein. Et oui, donc là, le fait qu'il y ait une prise de conscience, c'est d'une trentaine d'années, c'est ça, ou vingtaine d'années? C'est un peu plus que ça, mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de... C'est fonction de la réglementation du pays. S'il n'y a pas de contraintes réglementaires, euh, et que les gens gagnent plus d'argent à faire ça, alors c'est soit une contrainte réglementaire qui vient du pays lui-même, soit c'est une politique interne de l'entreprise. C'est-à-dire que quand il y a des standards par entreprise, Exxon, Total ou autres, et ils ont notamment dans les émissions des gaz à effet de serre des objectifs de diminuer les fuites et ou de brûler la moindre molécule de méthane qui n'est pas valorisée. Okay, et ce sont vraiment des contraintes et des objectifs qui permettent de réduire. Et derrière ça, bien sûr, le plus important, c'est la pression de la population. Et sur ces histoires de fuite aussi, pour ceux qui n'ont pas en tête, en fait, dès qu'on a de la fermentation de biomasse sans oxygène, on peut avoir émission de méthane. Donc, c'est le cas sur des barrages, notamment, il y a des gros sujets sur les nouveaux barrages en Afrique ou autres, qui peuvent, justement, avec toutes les arbres et autres qui restent, émettre du méthane. Et pareil sur les rizières. En termes de méthane, le lait de riz est plus impactant que le lait de vache, par exemple. Petite chose comme ça aussi qu'on n'a pas toujours en tête. Et on peut laisser maintenant la parole à Manon. Ouais, tout à fait. Je passerai les slides et tu me diras, Manon. Yes. Désolée pour ce petit contretemps. Mon Mac a décidé de boycotter Microsoft Teams. Mais donc maintenant, tout devrait aller bien. Donc moi, au niveau de la présentation, je vais enchaîner sur la présentation de François en allant parler des enjeux autour de la filière méthanisation.
Comme l'a dit Nicolas au début, c'est très mal connu. Je suis même tombée sur le chiffre que seulement 2% de la population française savait ce que c'était de la méthanisation de près ou de loin. Donc c'est quand même un chiffre qui est terriblement faible et il y a beaucoup de controverses autour de la méthanisation. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et notamment des associations anti-méthane qui sont assez virulentes. Donc j'espère que cette présentation va permettre d'en savoir plus, connaître mieux les enjeux pour vous, pour ceux qui ne les connaissent pas, et savoir également quelles sont les pistes de développement. Donc si on passe à la slide suivante, ça va être en gros le plan de cette présentation en 3 parties. Donc tout d'abord, on va revenir sur le pilier principal de la méthanisation, c'est-à-dire quelles sont ses raisons d'être, donc ces 2 vocations, la gestion des déchets, la production d'énergie verte. Ensuite, on va parler des externalités, donc c'est-à-dire quelles sont les implications liées à cette activité de gestion des déchets, production d'énergie verte sur le système, sur l'écosystème de la méthanisation. Et pour finir, on va parler des points d'attention qui vont être nécessaires pour la croissance vertueuse de la méthanisation et par ailleurs, quels sont les leviers, suite à l'état des lieux qu'on a fait, qui vont permettre d'avoir une méthanisation à plus fort impact positif et les explorations qu'on va pouvoir faire. Donc, première partie, on peut enchaîner la slide suivante. Quelles sont les vocations de la méthanisation? Comme l'a dit François, première vocation, c'est le traitement des déchets. Et pourquoi la méthanisation, ça va être pertinent? Parce que ça va notamment permettre de traiter 3 types de déchets qui sont problématiques aujourd'hui. Le premier, ça va être les effluents d'élevage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est stocké en fosse et épandu très souvent. Or, comme l'a dit François, on va avoir une émission naturelle de méthane, voire de protoxyde d'azote, qui va être liée à cette gestion des déchets. Et à savoir que, chiffre assez impressionnant, les effluents d'élevage, c'est 26% des émissions globales liées à l'élevage, sachant que l'élevage au global, c'est environ 14% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est un gros enjeu, et c'est pour ça que c'est important de bien les traiter. Ensuite, on a les boostations. Donc les boostations, il faut savoir que dès que ça sort de la station d'épuration, ça va présenter un risque biologique. Il va y avoir des bactéries, il va y avoir des micropolluants, voire des métaux lourds, et on va être obligé de stabiliser la matière. Et la méthanisation fait partie des méthodes de stabilisation qui vont permettre de réduire le risque biologique, et ça va être nécessaire avant épandage. Il faut savoir que 73% des boostations sont épandues, donc grand enjeu. Et pour finir, il y a les biodéchets et les déchets des industries agroalimentaires. Il faut savoir que ces types de déchets ne sont pas souvent valorisés. C'est un peu le cas avec les filières d'industrie agroalimentaire parce qu'on est sur de très gros tonnages, c'est partir en alimentation animale, etc. Mais sur les biodéchets, donc c'est les restes alimentaires des villes, les déchets de cuisine, etc., ça, c'est très peu valorisé. Et aujourd'hui, à 68%, ça part en incinération, 24% en enfouissement, et il n'y en a que 8% qui sont compostés ou méthanisés. Donc, le fait d'avoir une nouvelle filière qui soit économiquement rentable, comme la méthanisation, ça pousse à faire la collecte, ça pousse à valoriser, et donc ça donne de la valeur aux biodéchets, et c'est hyper intéressant pour les questions d'économie circulaire. Donc là, à droite, vous avez un graphe qui redonne un peu le contexte sur les tonnages qui vont en méthanisation. Donc, vous voyez, c'est vraiment une majorité d'effluents d'élevage, boostation, déchets au global, donc des déchets. Et ensuite, comme l'a dit François, il va y avoir des cultures qui, elles, ont un fort pouvoir méthanogène, qui vont venir dans ce mix et qui vont permettre de rentabiliser économiquement les stations de méthanisation. Donc, si on va sur la slide suivante, on va parler de l'autre vocation de la méthanisation, qui est la production d'énergie verte. L'énergie, elle est verte, pourquoi? Parce qu'elle est biosourcée. On va uniquement utiliser soit des intrants renouvelables, soit des intrants qui sont des déchets. Et donc, on va avoir un très faible impact carbone pour l'énergie. Par exemple, on estime que l'impact carbone du biogaz, comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite, c'est 5 à 10 fois inférieur au gaz naturel. Donc, très intéressant. Et par ailleurs, on est du même ordre que l'énergie produite par l'éolien ou le photovoltaïque en ACV. Contrairement au photovoltaïque, l'éolien, on est sur une énergie qui est non intermittente, produite en continu, et en plus, elle va être stockable. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est sous forme de méthane CH4. L'électricité, on va avoir du mal à la stocker, comme vous le savez. Avec les batteries hydrogène, c'est compliqué à grande échelle. Et donc là, on va vraiment avoir une énergie qui va être directement injectée dans les réseaux de gaz naturel, déployés à l'échelle nationale, qui par ailleurs vont pouvoir permettre de déboucher sur plusieurs usages. Donc soit le chauffage comme on connaît dans les maisons, soit les industries, soit la production d'électricité, ou même parfois des carburants. Et enfin, un gros avantage pour la méthanisation, c'est qu'on est sur une énergie qui va être forcément locale.
parce qu'on va devoir amener des intrants au méthaniseur, sauf que les intrants, plus on va les chercher loin, plus mécaniquement ça va coûter cher. Donc en fait, on a tout intérêt à aller se sourcer localement à une dizaine de kilomètres maximum. Et donc ça fait que de fait, par construction, la méthanisation, ça va être une énergie vraiment territoriale. En termes d'ordre de grandeur, François l'a dit, là c'est une donnée de 2020. Donc ce qui est produit par la méthanisation, c'est environ 0,5% de la consommation d'électricité et de gaz naturel. Mais c'est vrai qu'on a passé le cap des 1% de gaz naturel produite par méthanisation cette année. Donc voilà, ça commence à prendre de l'importance. À savoir qu'en termes de perspective, ça va être beaucoup plus. On parle de 130 TWh de potentiel, sachant qu'il y a des prévisions qui donnent 1000 TWh de consommation totale en énergie en 2050. Donc ça va être une consommation assez importante. Et si on passe à la slide suivante, on peut se dire, bon, 130 TWh, c'est énorme, sachant qu'aujourd'hui, on est à 6-7 TWh. Il faut se dire que c'est possible, parce que quand on regarde, pour info, la croissance des méthaniseurs, ça a vraiment augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Donc, on est sur une croissance stable et c'est un potentiel qui a été confirmé par plusieurs études bibliographiques. Et slide suivante encore. Là, je vous ai donné à titre indicatif une étude de l'ADEME, un graphe qui est issu de cette étude, qui avait exploré les différentes façons de décarboner le gaz des réseaux, donc de toutes nos consommations gaz. Et donc, en fait, il y a plusieurs scénarios avec plusieurs types de mix. Et juste pour information, on se rend compte que de tous les moyens de production de gaz vert, enfin de gaz renouvelable, la méthanisation, c'est un pilier de la production assez stable, quoi qu'il arrive. Donc, ça montre que ces projections de 130 TWh, c'est assez solide. Parce qu'on est sur un modèle compétitif, comme l'a dit François, sur la méta, la technologie est éprouvée, et en plus, on a un gisement qu'on connaît, qui est mobilisable et qui est important. Donc, slide suivante. On a parlé donc là des deux vocations de la méthanisation. Rapidement, quels vont être les grands impacts associés? Maintenant, je vais rapidement parler des externalités qui vont être associées à la méthanisation et ses deux missions. On va tout d'abord avoir sur la slide suivante des externalités positives. Donc, je vais les passer rapidement. N'hésitez pas en question si vous voulez plus de détails. Déjà, on va avoir un boost sur les pratiques agroécologiques. L'agroécologie, c'est quoi? C'est tous les services qu'on va avoir via le vivant pour les cultures. Et par exemple, la méthanisation, ça va vachement aider à développer les cultures intermédiaires, CIV, CIM. Et en fait, ces cultures, c'est quoi? C'est des cultures qu'on plante entre nos deux cultures principales, qui dans l'agriculture, normalement, sont celles qui rapportent de l'argent. Et en fait, cette culture de base n'avait pas de valeur, enfin, avait des valeurs écosystémiques, mais pas vraiment valorisées. Et avec la méthanisation, on va leur donner une valeur monétaire, ce qui fait que ça va fortement inciter le développement de ces pratiques, qui par ailleurs sont très bonnes pour le sol, la biodiversité, les abeilles, etc., quand il y a du nectar. Ensuite, avec la méthanisation, on produit des engrais verts. Les engrais verts, c'est top parce que c'est une alternative aux engrais chimiques. Et il faut savoir que les engrais chimiques, c'est produit à partir de ressources fossiles, majoritairement de gaz. Et donc, on veut s'en passer. Donc, la méthanisation, c'est un bon levier pour ça. À savoir également que les engrais chimiques, c'est un gros défaut. C'est que vu que c'est dépendant des énergies fossiles, c'est aussi dépendant du cours de l'énergie énormément. Et par exemple, pendant la crise du Covid, on a des agriculteurs qui nous ont dit nous, le coût de l'ammoniac, il a été multiplié par 4 en même pas un an, en passant de 300 € la tonne à 900 € la tonne, 1000 € la tonne. Enfin, 3-4. Donc, vous voyez que c'est un gros enjeu pour l'agriculture. Ensuite, le tri à la source, c'est ce qu'on a dit au début. Vu qu'on a un exutoire pour les biodéchets, on incite les gens à l'amont à trier. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça crée de l'emploi, la méthanisation. Des emplois qui, par ailleurs, sont locaux et non délocalisables. Parce que le méthaniseur, il a besoin de ses ressources locales, donc il ne va pas s'envoler à l'étranger. Et donc, par exemple, en 2019, on estime que ça a créé 10 300 emplois. Pour finir, on a une meilleure rémunération des agriculteurs par ce système parce que 72% des méthaniseurs, par exemple en injection, sont agricoles, 62% sont autonomes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est maîtrisé par l'agriculteur et qui reste dans sa chaîne de valeur. Et pour finir, c'est un moyen de regagner en souveraineté européenne et française, problématique qu'on connaît assez bien actuellement avec la crise par rapport à la Russie. Et il faut savoir qu'en fait, la valeur ajoutée de la méthanisation, ça vient à 75% pour la France, d'après une étude du CER 2020, et à 100% pour l'Europe. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, sachant que le taux d'importation, il y a quand même des équipements qui sont importés, mais c'est de 20 à 50%.
Et si on va sur la slide suivante, j'ai mis un peu plus de détails parce que je trouve que c'est assez intéressant. N'hésitez pas à regarder ces graphes. Globalement, ça dit d'où vient la valeur ajoutée, globalement de l'exploitation. Et autre chose que j'ai mis que je trouve intéressant, c'est la comparaison avec l'éolien et le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on est beaucoup mieux pour l'économie française avec la méthanisation, contrairement aux autres technologies de production renouvelable. Je trouvais ça intéressant. Slide suivante. On va maintenant passer aux externalités négatives qui sont associées avec la filière de méthanisation. C'est des choses qu'il faut surveiller parce que très controversées, et si c'est pas fait, ça peut devenir quelque chose de pas très vertueux. Donc, tout d'abord, l'aération, c'est un peu la question très polémique. C'est-à-dire qu'avec la méthanisation, tout comme l'a dit François, on peut arriver dans le modèle allemand où on met beaucoup de cultures dédiées, on ne met pas des flancs d'élevage, donc ça ne sert plus à gérer des déchets, mais juste à produire de l'énergie et faire de l'argent. Ça, c'est pas très. Ça peut être débattu, mais c'est vraiment un parti pris de limiter l'alimentation et l'autonomie alimentaire pour juste produire de l'énergie. Donc, c'est pas ce qu'on veut en France. Il faut savoir que c'est très bien réglementé à ce sujet et que les tarifs de rachat vont être indexés sur ce qu'on met dans le méthaniseur. De ce fait, ça va éviter d'avoir des dérives avec des cultures principales et des cultures dédiées énormes. Aujourd'hui, on est à 5% de cultures dédiées en France environ. Ensuite, les consommations en eau. Il faut savoir que pour le processus de méthanisation, on veut que la matière soit pompable. Or, pour qu'elle soit pompable, il va falloir un peu la diluer avec de l'eau, notamment pour les intrants qui vont être agricoles, très secs. Et donc, ça demande un peu des consommations en eau. À savoir que ça va être une des limites au développement de la méthanisation sur lesquelles on se pose de sérieuses questions. Et enfin, potentiel concurrence sur l'accès au gisement, parce qu'on va avoir les mêmes gisements sur un territoire, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de méthanisants dans une même zone. Sur les filières agricoles, on en a parlé rapidement. Dès qu'on a un méthaniseur, forcément l'agriculteur va devoir l'alimenter pendant 20 à 30 ans. De ce fait, ça fait qu'il va devoir réserver une partie de ses cultures à ce biais. Donc ça fait qu'on va avoir une production qui va être figée et ça peut être un manque de résilience par la suite. En ce qui concerne l'usage du digestat, on peut avoir aussi des problèmes assez sérieux parce qu'il va y avoir des gros risques de pollution des eaux avec l'azote. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'azote dans le digestat, c'est bien parce que ça va être très riche en azote, donc très fertilisant, mais ça va avoir deux propriétés qui vont être embêtantes. La première, c'est que le digestat, ça va être une forme qu'on appelle ammoniacale, NH4 de l'azote. Et quand on va l'épandre, il y a de gros risques que ça se volatilise. C'est une forme qui va être très volatile et donc ça pourra se retrouver dans l'atmosphère si c'est mal épandu. Donc, chose qui est très embêtante parce qu'on a vu que ça avait un fort pouvoir réchauffant. Et l'autre problème, entre guillemets, c'est que l'azote, c'est super. On va avoir un ammoniac qui va très vite se transformer en azote mobilisable par la plante. Mais en fait, lors de cette transformation, ça va aussi présenter un risque de se faire emporter par l'eau et ruisseler. Et c'est comme ça que ça peut entraîner de fortes pollutions des sols. Donc ça, c'est la même chose que les intrants classiques, il faut le savoir, que les engrais qu'on connaît d'habitude. C'est juste qu'avec le digestat, les agriculteurs n'avaient pas forcément les bonnes pratiques. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes de pollution des eaux azotées à cause de ça. Donc voilà, il y a vraiment de grosses précautions à prendre et un travail sur la filière à faire. Ensuite, on va avoir des problèmes de pollution des eaux liés à la méthanisation. Donc c'est ce dont on vient de parler, potentiellement intégration paysagère, odeur, mais je passe. Je vais juste m'attarder peut-être un peu sur les problèmes d'émissions de CO2, parce que c'est quand même 40% des émissions qui sortent du méthaniseur. Et donc il faut faire attention, c'est quelque chose qui aujourd'hui existe et on ne sait pas encore quoi en faire. Pour finir, les deux autres dangers, c'est les risques industriels. Il faut savoir que le monde agricole n'est pas encore habitué à bien s'occuper de ces méthaniseurs et c'est de grosses exigences. Donc souvent, ça amène à des dérives et à des accidents qu'il faut mieux maîtriser, mais le gouvernement travaille dessus. Et enfin, c'est des sites qu'il faut raccorder à des réseaux existants. Donc qui dit problème sur un réseau implique il y a une dépendance du méthaniseur à ce niveau-là. Donc, slide suivante, on arrive dans la toute dernière partie. Donc là, je vous ai parlé de limites de filière qui étaient assez importantes et qui vont poser problème pour le développement. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des recherches technologiques et des pistes qui sont explorées pour justement surmonter ces limites et arriver à des choses nouvelles. Donc là, je vais vous donner l'exemple de 3 pistes qui sont explorées. Donc, quand on prend la slide suivante, première piste, ça va être pour avoir des rations pérennes, il y a des choses qui se développent pour avoir des modèles d'unités
avec des rations qui sont intéressantes, donc pas sur les cultures dédiées, mais qui soient rentables économiquement. Et c'est le nerf de la guerre. Donc, par exemple, on va avoir de nouveaux types de technologies pour la méthanisation qui se concentrent sur certains types de biodéchets, donc avec un process un peu différent, et qui va permettre d'avoir de meilleures performances. Donc là, je donne par exemple l'exemple de BioRenGaz. C'est un nouveau type de digesteur, mais juste pour les biodéchets, donc les restes alimentaires, etc. Et en fait, ça va permettre de gagner de la place, une meilleure rentabilité, etc. Donc être spécifique en entrée. Ensuite, pour information, il y a de la R&D qui se fait aussi en termes de process à l'amont. Donc, sur l'hygiénisation, pour le traitement des déchets, d'habitude, c'est chauffé à 70 degrés pendant 1 heure. Il y a des choses qui se développent sur les électrotechnologies pour avoir une solution alternative pour l'abattement des microbes. Il y a beaucoup de choses qui se font en biomimétisme, notamment pour s'inspirer de comment est-ce qu'on dégrade mieux la matière anaérobie. Je suis tombée sur des recherches de l'INRA qui étudiaient des termites pour savoir comment elles faisaient pour mieux dégrader la matière ligneuse. Et enfin, il va y avoir des pré-traitements de la matière qui vont être étudiés. Donc, par exemple, un projet qui s'appelle HydroBoost, poursuivi par l'ADEME. Slide suivante. Autre type de bonne pratique, je vais passer rapidement sur cette slide. C'est par exemple créer des recettes de digesta, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas très valorisé le digesta, mais vu que depuis 2017, on peut enfin le mettre sur le marché, ça ouvre la porte à essayer de mieux travailler ce digesta pour lui donner de la valeur. Donc, il y a l'ADEME qui a créé un outil pour prévoir la qualité du digesta en fonction de la ration, donc hyper intéressant. Pareil, il y a des procédés physico-chimiques en amont de l'épandage du digesta qui vont permettre de mieux concentrer certaines matières, donc par exemple le phosphore ou l'azote. Et après, dernière slide, ou avant-dernière, c'est ça. Alors ça, c'est un autre exemple d'innovation qui se font, c'est sur les pollutions et limiter les pollutions. On a par exemple ce dont parlait François, Nénuphar qui développe des bâches pour récupérer les fluides de méthane. Donc ça marche aussi sur les cuvettes digesta. Et enfin, valoriser les émissions de CO2. Il y a des projets qui sont faits pour valoriser ces fameux 40% inéluctables sur le syngas qui sort du méthaniseur. Et par exemple, il y a Suez et Fermental qui ont lancé un joint venture ou une entreprise pour créer des unités de microalgues en sortie de méthaniseur qui vont valoriser le CO2, le transformer en algues grâce à la chaleur émise par la méthanisation et la lumière. Donc c'est assez top parce que ça permet de valoriser 2 coproduits de la méta avec un seul procédé. Et ensuite, il y a des choses explorées autour de la production d'hydrogène sur site, la production de méthane sur site, pardon, avec incorporation d'hydrogène avec le CO2. Maintenant, dernier slide, la conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc la méthanisation, c'est une filière qui a quand même de l'avenir. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour tout ce qui va être souveraineté énergétique, avec toutes les crises qu'on a connues avec la Russie notamment, l'État et l'Union européenne vont fortement soutenir le développement de la méthanisation. Donc de base, c'est quelque chose qui était soutenu, mais là, on sent qu'il y a une véritable volonté d'aller plus loin. Et donc, c'est une bonne chose parce qu'il faut savoir que le gouvernement français, il y a des limites au système, mais le gouvernement en France va faire très attention à ce qu'on ait un modèle raisonné en méthanisation. Donc, pas de culture dédiée, etc. Sans quoi il n'y a pas d'avantage économique et avec des contrôles qui sont de plus en plus mis en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un intérêt économique qui va se créer, mais pour autant, on va faire en sorte que ça ne parte pas dans n'importe quelle direction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la méthanisation se développe, sachant que c'est un des secteurs les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Enfin, ça concerne des secteurs fortement émetteurs en gaz à effet de serre. On va pouvoir avoir un impact. La méthanisation, ça se développe aussi à l'échelle mondiale, donc en termes d'innovation, etc. On va pouvoir avoir une grosse scalabilité et ça pourra les pistes d'amélioration, on en a exploré quelques-unes, mais tout ce qui concerne les externalités positives, négatives ou les rôles de la méthanisation, si on touche à toutes ces problématiques, ça va permettre d'avoir de meilleurs résultats et une filière plus vertueuse pour le futur. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Bravo, merci. S'il y a des questions, on peut, vous pouvez peut-être, comme vous voulez, ouvrir les micros, lever la main. On peut aussi lire celle du chat, mais... N'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, c'est l'avantage.
J'ai pas trop suivi les questions. J'étais dessus. On en a répondu en cours de route. J'ai répondu à quelques-unes, s'il en reste, il n'y a pas de souci. Il y a un débat, je trouve, très intéressant qui revient souvent, vous devez connaître François et Manon, sur le fait de plutôt laisser les plantes intermédiaires, les cultures intermédiaires au sol, pour les avantages que ça procure en termes agro. Est-ce que vous voulez rebondir un peu dessus? Parce que je pense que c'est une critique qui revient assez souvent. Enfin, en tout cas, ça challenge un petit peu. Ben, moi, je pense que là-dessus, c'est très difficile de dire c'est positif, c'est négatif. C'est vraiment au cas par cas. Et un agriculteur qui gère intelligemment ses cultures intermédiaires va faire quelque chose de positif pour son agriculture, sans produire de l'énergie, sans appauvrir son sol. Donc c'est vraiment le bilan agronomique qui va permettre de le faire en incluant effectivement le carbone résiduel, le taux d'humus dans le sol, la biologie, parce qu'on est vraiment sur un substrat vivant et on peut faire quelque chose de tout à fait positif. Et puis, à contrario, il va y avoir des agriculteurs qui vont vouloir produire des euros et rien d'autre, et qui vont maximiser leurs revenus. Et bien souvent, quand on veut faire que maximiser les revenus, eh bien, on en finit par avoir l'attitude qui est généralement celle de la société, qui est d'épuiser les ressources. Et donc là, on est dans le business as usual, comme on voit partout autour de la planète, quoi. C'est pas l'outil qui est condamné, c'est l'attitude des hommes, hein. Oui, je suis aussi d'accord, je rejoins totalement. Et c'est vrai que sur ces problématiques, il y a l'aspect en effet des sols, il y a l'aspect aussi autour de l'agroécologie. Et par exemple, quand on prend les cultures intermédiaires qui sont destinées à la méthanisation, ben, on a certains agriculteurs où, donc normalement, la culture intermédiaire, c'est celle qu'on met entre les cultures principales, celles qui sont censées être nourricières, productives. Mais en fait, on a certains agriculteurs qui, parce qu'ils veulent augmenter le rendement de leur méthanisation, vont vraiment mettre plus de fertilisants, plus de ressources dans leur culture intermédiaire, qui va prendre de plus en plus de temps. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut être problématique et contestable. Notamment, on entend ça surtout sur les cultures intermédiaires dites d'été, donc entre cultures d'hiver, qui vont prendre de plus en plus d'espace et de ressources. Il y a aussi un aspect qui est difficile à voir sur la méthanisation, mais qui est très important au niveau sociétal, c'est que la production de méthane via la méthanisation est une production d'énergie qui est assez pacifique, en fait, si elle est bien gérée, bien maîtrisée. Là où les énergies fossiles, la plupart du temps, sont quand même assez conflictuelles, et on le voit dans la plupart des pays producteurs sont aussi des pays en guerre ou guerriers, producteurs d'énergie fossile. C'est des choses qui avaient été mises en exergue par le directeur de l'ADEME il y a plus de 20 ans. Et voilà, les énergies renouvelables sont généralement des énergies un peu plus pacifiques que les énergies fossiles. Il y a un petit point de Mathieu sur le digesta. Oui. Différence, il y avait, est-ce que en fait, le fait d'utiliser les cibles fait qu'on perd de la matière organique, etc. Est-ce que vous pouvez peut-être refaire un petit point? Mathieu répondait que c'était pas laisser les cultures en place et mettre le digesta, c'était pas la même chose et ça n'avait pas le même apport en termes de carbone dans les sols. Si vous pouvez Oui, répondre à ça. alors, il y a tout qui se dit là-dessus, parce qu'en fait, dans le digesteur, on ne va pas attaquer les chaînes longues. On va attaquer les chaînes longues de carbone, en particulier la lignine, etc., qui va faire l'humus dans le sol. On va attaquer surtout les glucides et les protéines. Les temps de séjour ne sont pas suffisamment longs et ça ne traite pas la cellulose. Donc, en fait, on a quand même toujours les chaînes carbonées assez longues qui retournent au sol. Et ça, on le voit beaucoup quand on fait Ça dépend aussi du type de méthanisation. Par exemple, j'avais participé à un projet où c'était une méthanisation, ce qu'on appelle voie sèche, où il y avait beaucoup de paille et c'était du fumier équin, donc avec beaucoup de paille. Et en fait, ce qui sort du digesteur, 80% en termes de masse, c'est du digestat solide. Il y a un petit peu de digestat liquide, mais c'est essentiellement du digestat solide. Et donc ça retourne au sol et ça fait un excellent humus. Donc voilà, il faut voir, il faut vraiment
être au cas par cas et regarder le temps de digestion dans les digesteurs. Plus on va allonger le temps de digestion dans les digesteurs, plus on va attaquer les chaînes carbonées et moins on va restituer au sol. Et donc là, c'est dans le dimensionnement, mais c'est également dans l'exploitation du digesteur. Si un digesteur est surdimensionné ou sous-exploité, on aura tendance à digérer trop de carbone. Mais ce n'est pas l'intérêt de l'exploitant, parce qu'il ne valorise pas son investissement. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est, pour rebondir sur ce sujet, c'est vrai que la question de l'amendement et des propriétés du digestat, c'est une vraie question, notamment en termes d'usage par la suite pour les agriculteurs et préservation des sols. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que c'est bien d'insister sur le fait que la méthanisation, c'est pas un outil pour produire de l'engrais, c'est vraiment une externalité positive. De base, ça a été conçu comme un outil pour traiter les déchets et produire de l'énergie. Donc, de ce fait, c'est vrai, on va prendre de la matière, on va la décomposer, mais donc le carbone va être coupé pour pouvoir partir en méthane et en gaz et pas rester donc dans le digestat. Et donc, de ce fait, on va perdre de la propriété en termes d'amendement et de structuration du sol. Donc, à l'inverse, on va être très concentré en azote. Et c'est pour ça que moi, c'est vrai que le digestat, la propriété principale que je perçois, c'est l'amendement en termes d'azote. Et c'est très rare les digestats où il y a un véritable apport en carbone significatif. Donc, il faudrait peut-être penser à compléter par autre chose et ancrer dans les mœurs que c'est ça, le digestat, ça ne va pas suffire tout seul à amender les sols. On va perdre, c'est vrai, en termes de pouvoir amendant avec les cives. Mais c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la recherche se développe sur les propriétés du digestat. Et la recherche que j'ai mentionnée, notamment avec les termites et le biomimétisme, en fait, ça allait dans ce sens parce que du coup, ils étudiaient les termites parce qu'ils avaient de meilleurs procédés avec la fermentation pour attaquer la matière ligneuse. Et donc, en fait, ils s'intéressaient au pré-traitement des matières ligneuses, donc en s'intéressant aux termites, pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir en incorporer dans la méthanisation et donc avoir un meilleur rapport en carbone pour les sols. Voilà. Donc, mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les propriétés du digestat, avec quoi on l'utilise et comment on fait pour avoir quelque chose d'équilibré. Oui, Mathieu? Oui, je veux bien juste revenir, mais j'arrive pas à régler ma caméra, donc désolé. Totalement aligné avec ce qui a été dit. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans les sols, globalement, si je schématise, il y a deux matières organiques. Une matière organique qui va jouer sur la fertilité des sols, qui va être plutôt très riche en carbone, très énergétique. Une matière organique qui va plutôt jouer sur la stabilité, donc des chaînes de plus petite taille et qui vont jouer sur la rétention en eau, la stabilité des sols, etc. Et le fumier va jouer un peu sur les deux, mais beaucoup sur le côté fertilité. Le digestat, en règle générale, c'est du carbone, comme ça a été dit, avec plutôt des chaînes assez complexes, non difficiles à dégrader, qui va plutôt jouer sur le côté humus. Donc, on ne joue pas sur les mêmes principes de fonctionnement du sol. Oui, après, ce n'est pas un problème en soi, c'est juste qu'il faut réfléchir à ça pour, si on rapporte du digestat, jouer sur le reste. Pardon. Bon, en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la méthanisation n'est pas le seul système de traitement de déchets. Il y a 3 systèmes de traitement de déchets. Il y a la méthanisation, il y a le compostage et il y a l'épandage. C'est les 3 systèmes de traitement de déchets qui sont autorisés et qui, in fine, finissent tous à l'agriculture. Donc quand on a des produits qui sont assez ligneux, généralement on va directement vers le compostage. Et derrière on a un compost qui, lui, vient structurer le sol et apporter le carbone nécessaire. Donc en fait, la problématique, c'est qu'il ne faut pas... la méthanisation va être essentiellement dédiée à des produits qui ont une teneur en matière sèche inférieure à 20%. Et quand on est au-dessus, ce sera plus du compostage. Donc si on prend la méthanisation comme une filière unique, effectivement, on va faire des bêtises. Mais c'est à insérer dans un ensemble de traitement des déchets. Pour les déchets verts, on va mettre les tontes de gazon, mais tout ce qui est taille d'arbre, etc., c'est absolument pas à mettre en méthanisation. Pour le compost, il y a un souci justement de méthane qui s'échappe lors du compostage. Il n'est pas un souci pour la méta. Oui, mais moi j'ai fait partie des pionniers dans le compostage, dans une entreprise, et pour faire de l'argent, ils essayaient de composter tout et n'importe quoi, y compris des huiles, y compris des boues d'épuration, y compris des trucs qui sont très très liquides pour faire de l'argent. Et là ça devenait n'importe quoi parce qu'effectivement on passait en anaérobie. Alors que si on est sur des systèmes qui sont assez ligneux, on peut ventiler et ne pas avoir d'anaérobiose.
Donc c'est vraiment, c'est un outil complémentaire de traitement, la méthanisation, mais il faut conserver le compostage. Et s'il y a du méthane, c'est qu'on est sur un compostage mal maîtrisé. Je t'ai coupé maintenant. Non, mais c'est vrai que je trouve que c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Et moi, c'est vrai que c'est ça, comme disait François, le fait qu'il y ait des complémentarités entre filières et donc entre produits fertilisants qui sont créés ou amendants. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose où il faudrait réussir à combiner tout ça pour pas que ce soit chaque filière qui avance un peu chacune de son côté, mais qu'on puisse avoir une vraie coordination entre les acteurs et avoir quelque chose qui soit bien synchronisé. Par exemple, moi, Alors, je suis passionnée insouciante, mais un truc qui me ferait rêver, c'est avoir une sorte de super digesta ou super produit qui soit déjà tout mélangé. Donc, on prend un peu de digesta de méthaniseur, on rajoute un peu de carbone ou je sais pas, de matière compostée. Hop, comme ça, c'est un truc prêt à épandre, super alors chouette. ce que tu décris, Manon, existe et il a été fait dans une vallée dans les Alpes, il faudrait que je retrouve le nom, où en fait la communauté de communes a construit un digesteur, une plateforme de compostage et la station d'épuration dans le même endroit et avec la déchetterie. Et en fait, ils ont éduqué en fait la population autour à apporter tel ou tel déchet. Et en fait, ils arrivent à faire un cycle au travers de tout ça où ils arrivent à composter, y compris une partie du digesta, etc. Et finalement, sortir à la fois du compost, du digesta, et d'arriver à équilibrer. Ils l'ont fait dans un sens vraiment économie circulaire parce qu'ils sont bloqués plusieurs mois par an par la neige et d'être capables de tout valoriser en local. Et franchement, ils ont fait un truc qui est super. Moi, je retrouve l'exemple. Mathieu, je crois, parle de Terragro. C'est Terragro dans la vallée d'Evian, je pense. Hein. Projet qui est Dans la vallée géré des... dans la vallée d'Evian, un projet qui est géré avec Danone. Ah ouais, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Celui- D'accord. Celui-là, il est un petit peu bancal au niveau technique. Mais parce qu'il y a la même volonté d'utiliser du Oui, compost de déchets verts et de... oui, et Danone s'est mis dedans pour éviter d'avoir des épandages de lisier, donc de l'azote qui arrive dans les eaux dans les eaux d'Évian. Donc c'était euh, un, un outil pour mieux maîtriser les flux d'azote sur les parcelles, euh, à la fois dans la production de fromage et durabilité du bassin de collecte des eaux d'Évian. Nico, tu as une question? On t'entend pas et ça crépite. Donc, Ouais. Comment dire, mince, on t'entend pas bien, sauf s'il y a que moi. Mais... je trouve que tu vas devoir le faire à l'ancienne, à l'écrit. Je sais pas. Si tu coupes et relance. Ok. Consensus sur les bonnes pratiques, du coup. Je m'y risquerai pas. Merci, Aurélie. Je peux m'y risquer, mais je ne sais pas si ce sera la vérité absolue. Donc, du coup, les bonnes pratiques, si on regarde les plus gros postes d'impact, entre guillemets, qui pourraient affecter la durabilité de la filière, pour moi, il y en a, je ne vais pas dire de bêtises, je vais dire trop au hasard, peut-être j'en rajouterai un quatrième. Donc déjà, ça va être en termes de ration. Ça va être très important de choisir des intrants qui sont de vrais déchets, mais qui aussi sont durables dans le temps. C'est-à-dire que si on commence à cibler des sources de déchets, mais qu'il faut renégocier chaque année et on n'est pas sûr de les avoir, et si à la concurrence on les perd, bah, tout de suite ça vous donne un modèle qui va être très précaire et où forcément, dès qu'on n'aura pas de choses à mettre dans son méthaniseur, bah, la solution qu'on va choisir, ça va être très souvent de partir sur des cultures dédiées. Donc ça va être un problème. Deuxième bonne pratique, ça va être une grosse attention sur l'épandage du digesta et la fertilité du sol. On en a parlé avant, mais ça va être, je pense, quelque chose de central. Donc, pour les problématiques de pollution des eaux, si on épand mal le digesta, de pollution de l'air, si on l'épand mal aussi, parce que c'est volatile.
mais aussi pour des questions de fertilité et de préservation des sols dans le temps. Ça va être la deuxième chose. Et après, si je dois en donner une troisième, c'est en termes d'exploitation. Je pense que ça va être très important que la filière agricole soit bien formée à l'exploitation des méthaniseurs et tout ce qui va être normes industrielles, agro sanitaire, parce que c'est quand même des grosses bêtes. On l'a dit tout à l'heure, 72% des méthaniseurs sont agricoles, 62% autonomes. Et donc, vu qu'on va traiter des déchets qui vont être de plus en plus complexes, par exemple avec l'arrivée des restes alimentaires, déchets d'industrie, il va y avoir de vrais risques sanitaires, de vrais risques environnementaux qui vont être liés, par exemple, à une mauvaise gestion du site, un accident de production. C'est trop bête, une pluie plus importante que d'habitude et des stockages qui sont emportés un peu par l'eau. Et ça peut avoir des conséquences hyper importantes sur les sols, l'environnement, les écosystèmes et même sur le voisinage. Donc ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faudrait faire très attention à l'avenir et qui peut-être les agriculteurs ne sont pas assez accompagnés aujourd'hui ou peut-être qu'ils manquent de contrôle et on sait qu'il y a des dérives là-dessus. Oui, mais un méthaniseur, c'est pas plus dangereux qu'un stockage de lisier. Ça l'est même moins. Hein. Oui, non, tout à fait. Je parle surtout parce que... Une fuite de lisier dans la rivière, j'en ai eu à côté, bonjour, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop d'agriculture intensive, en fait. Et malheureusement, on n'en prend pas le chemin. On est passé de 400 000 agriculteurs à 100 000 agriculteurs. Donc, ce qu'il faudrait, c'est remettre des agriculteurs dans des campagnes. Qu'elles soient intensives en main-d'œuvre. Voilà. C'est tout. Parce que si on veut mieux gérer le sol, il faut remettre des agriculteurs dans les campagnes. Et, voilà, et faire en sorte que, enfin faire en sorte, c'est pas ça, hein, c'est dans l'éducation, mais le meilleur garant de tout ça, c'est d'être amoureux de son sol, de sa région et de son sol. Et Voilà, après, sur les questions, je pense que sur les points de vigilance, c'est hyper intéressant. Il faut bien les avoir en tête. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est pareil si on parle biochar ou biocarburant. Après, en un peu d'auteur, je pense que si demain on veut arrêter le charbon, le pétrole et le gaz naturel, enfin dit naturel, en fait, il va falloir avoir ce fameux mix énergétique qui fait débat, mais ce sera un mix dans tous les cas. Pas imaginer qu'on soit sur 100% d'éolien, 100% de photovoltaïque, etc. C'est sûrement plus compliqué que ça. Et visiblement, je donne mon avis, mais la méta a toute sa place dans ce mix si on fait attention à plein de oui, choses. et comme l'a souligné Manon, si on met moins d'engrais minéral, on met moins de pétrole sur les champs. Pétrole ou de gaz. Hein, parce que la Russie est aussi notre principal fournisseur d'engrais chimiques. Hein. Et oui. Et j'aime bien la remarque de Mathieu, je suis désolé, je vais te paraphraser, mais c'est un peu pareil quand on parle stockage carbone dans les sols agricoles, c'est que faut avant tout sûrement en fait parler des intérêts agronomiques, et évidemment que le carbone et l'énergie sont des enjeux largement assez majeurs pour qu'on soit ravi de pouvoir régler ça, enfin essayer de régler ça. Mais effectivement, ce que tu disais François, en fait, c'est que c'est le sol, c'est l'agro, et, euh, et en fait c'est une chaîne, et à la suite de la chaîne, il y a des choses très intéressantes, mais pas la charrue avant les bœufs, c'est exprimé comme ça. Je pousse pas Oui, la tête. il faut garder en fait une forme de sagesse et se poser la question qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à la jeunesse? Et donc, c'est pas des sols appauvris où il n'y a plus de carbone, c'est pas des sols pollués avec des pesticides ou autres. Il faut vraiment transmettre le sol dans toute sa complexité avec sa faune, je veux dire avec beaucoup de biologie à l'intérieur, ce qui implique effectivement de laisser du carbone et de pas tout appauvrir, oui. Mais c'est pas dû vraiment à la matérialisation, ça c'est vraiment dû à l'attitude de l'homme. Hein. Ça, c'est l'objectif. Je vois qu'il est 20h11. On essaie de pas trop déborder en général pour pas que les gens se fassent avoir dire ils avaient dit 1 heure. Mais on peut prendre, si ça vous va, et c'est intervenant, encore une ou deux questions si vous en avez avec plaisir malgré tout. Ou alors on a fait le tour assez succinctement, mais c'est déjà. Enfin, j'en profite, hein, merci beaucoup. Enfin, je trouve ça super. Assez instructif, même pour quelqu'un qui connaît un peu, et je pense du coup très instructif pour quelqu'un qui découvre totalement. Donc, merci. Je trouve ça top. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Je pense qu'on est tout bon.
Merci, et vous aurez l'enregistrement, enfin le replay du coup disponible, vous serez informé par mail pour ceux de la communauté agro, et sinon vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn, il y aura un lien pour si vous connaissez des gens qui veulent avoir l'information. Voilà. Merci encore, et puis à bientôt à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.